Elle était une jeune enseignante pleine de vie, à quelques jours seulement de son mariage de printemps. Ce matin de janvier glacé, elle parlait encore bouquets et fleurs d'oranger. Le soir même, elle gisait morte sur le carrelage de sa cuisine, le corps lacéré de plus de 20 coups de couteau. La police boucla l'appartement fermé de l'intérieur et, malgré l'absence totale de blessures défensives et la moindre trace d'effraction, conclut rapidement à un suicide. Pourtant, des ecchymoses vieilles de plusieurs semaines, un loquet de porte fracassé qui ne colle pas, et un fiancé dont le récit vacille sous la pression ont plongé cette affaire dans un brouillard opaque. Que s'est-il réellement passé pour Hélène Ray Greenberg cette nuit-là? Et pourquoi chaque réponse officielle n'a-t-elle fait qu'épaissir le mystère? Voici le tragique meurtre d'Hélène Ray Greenberg. Les statistiques montrent qu'environ 30% des crimes violents dans le monde restent non élucidés malgré les progrès technologiques, les nouvelles méthodes d'enquête et les gigantesques bases de données ADN. La plupart des affaires sont résolues rapidement, mais certaines traînent des années, voire des décennies, avant que l'auteur ne soit traduit en justice. L'affaire Hélène Ray Greenberg, que nous allons explorer ici, est particulière. Après tant d'années d'investigation, elle n'a quasiment pas avancé. L'enquête est truffée d'irrégularités qui, au fil du temps, ont suscité plus d'interrogations que de réponses. Le meurtre brutal de cette jeune femme demeure une énigme, alors que l'on tente étrangement de faire croire qu'Hélène, rayonnante et impatiente de se marier, aurait soudain choisi de mettre fin à ses jours. Hélène naît à New York en juin 1993, fille unique de Sandra et Joshua Greenberg. Ses parents l'élèvent avec amour et attention. Au lycée, elle brille dans les sports collectifs et se révèle une athlète prometteuse. Enfant vive, énergique et sociable, elle excelle aussi en cours, particulièrement en lettres et sciences humaines. Après le bac, elle intègre la Pennsylvania State University et décroche un diplôme en relations publiques. Mais très vite, elle comprend que ce milieu n'est pas fait pour elle. Tout en travaillant, elle suit à distance une formation pédagogique. Quelques années plus tard, elle sort major de sa promotion et s'installe à Philadelphie pour enseigner dans un collège. Selon sa famille, tout va pour le mieux, Hélène déborde d'énergie, nourrit de grands projets et adore son métier comme ses élèves. Parallèlement, elle vit une histoire d'amour passionné avec Samuel Goldberg Sam, issu d'une famille riche et influente de la ville. Tous deux planifient déjà leur mariage. Les parents de Sam possèdent une importante entreprise, son oncle est l'un des avocats les plus réputés de l'État. Le couple s'est rencontré en 2009 lors d'une soirée entre amis et le courant est tout de suite passé. L'amitié se transforme rapidement en amour sérieux, ils décident d'emménager ensemble. Fin 2010, Sam demande Hélène en mariage avec une bague en diamant offerte pour le nouvel an. Le mariage est prévu au printemps suivant. Les deux familles se réjouissent, rien ne semble pouvoir ternir leur bonheur. Hélène se jette à corps perdu dans les préparatifs, liste d'invités, faire-part, salle, décoration, essayage de robes, voyage de noces. Elle gère presque tout seule. Sam participe très peu, mais personne ne s'en offusque et Hélène ne s'en plaint jamais. Ce n'est qu'après le drame que certains détails paraîtront troublants. En janvier 2011, Philadelphie est paralysée par la neige et le froid. Le 26, Hélène va travailler comme d'habitude, mais une tempête de neige oblige l'école à fermer plus tôt. Élèves et professeurs rentrent chez eux. Hélène regagne l'appartement qu'elle partage avec Sam, dans un immeuble calme et sécurisé. Sam arrive peu après. Certains rapports évoquent une dispute ce jour-là. Sam l'admet d'abord, puis le nie. Vers 17h, il part faire du sport à la salle de l'immeuble. Il reste absent moins d'une heure. À son retour, la porte est verrouillée de l'intérieur. Il frappe violemment, appelle Hélène, téléphone, envoie des messages, aucune réponse, alors que son portable sonne clairement dans l'appartement. Des voisins l'entendent. Ne supportant plus l'attente, Sam descend voir le gardien pour qu'il ouvre. Celui-ci refuse, ce n'est pas dans ses attributions et il ne peut quitter son poste. Furieux, Sam remonte et enfonce la porte d'un coup d'épaule. Le loquet cède dès le premier essai. À l'intérieur, le silence. Aucun signe d'Hélène. Dans la cuisine, la scène est insoutenable, sa fiancée est affalée par terre, adossée à un meuble, le corps tailladé, les vêtements trempés de sang. Sam appelle les secours. Quand on lui demande de prendre le pouls, il hésite, répète plusieurs fois, c'est vraiment nécessaire. Silence. Puis, subitement, il mentionne un couteau planté dans la poitrine d'Hélène, chose qu'il dit n'avoir remarqué qu'à cet instant et affirme qu'elle est manifestement morte. Quand la police arrive, les agents sont sidérés, en 25 ans de carrière, ils n'ont jamais vu ça.
La porte était bien fermée de l'intérieur par le loquet que Sam a brisé. Aucun signe d'effraction, rien ne manque, aucun désordre, aucun objet fouillé. Mais l'examen du corps soulève les premières interrogations, aucune blessure défensive, aucune trace de lutte. Hélène a reçu environ 24 coups de couteau de profondeur variable, l'un, fatal, a transpercé le cœur. Nous reviendrons sur les négligences flagrantes commises sur la scène de crime et lors de l'examen du corps, négligences qui ont fait disparaître des preuves cruciales et laissé un éventuel meurtrier en liberté. Le plus incompréhensible reste l'attitude des enquêteurs. Avant même l'autopsie, il conclut au suicide. Il invoque les antécédents d'angoisse d'Hélène, ses consultations chez un psychologue et ses traitements médicamenteux. Hélène souffrait effectivement de crises d'angoisse depuis quelque temps et prenait 2 anxiolytiques prescrits. Selon le psychologue, aucun de ces médicaments ni séparément ni combinés ne pouvait aggraver son état ou provoquer des idées suicidaires. Surtout, Hélène n'a jamais parlé de vouloir mourir. Amis et collègues notent pourtant, depuis qu'elle vit avec Sam, une augmentation de son anxiété, une difficulté à prendre la moindre décision seule. Elle dit systématiquement « Il faut que je demande à Sam ». Ses parents constatent la même chose. Quand elle tente d'évoquer ses difficultés, elle insiste « Sam n'y est pour rien ». 3 semaines avant le drame, Hélène confie à sa mère vouloir tout plaquer, l'école, Philadelphie, et rentrer vivre chez ses parents. Sa mère, stupéfaite, la rassure, la porte est toujours ouverte. Hélène n'en reparlera jamais. Plus tard, on émettra l'hypothèse que Sam était peut-être devenu violent, qu'Hélène vivait dans la peur et n'osait se confier à personne. Le psychologue ne confirmera ni n'infirmera, mais dira qu'Hélène semblait retenue par une peur lorsqu'elle essayait d'aborder quelque chose d'important. Dès le départ, cette affaire soulève des dizaines de questions. Personne ne cherche vraiment à y répondre. Les erreurs sur la scène de crime, l'examen du corps et l'enquête médico-légale sont ahurissantes. Des éléments essentiels sont ignorés ou perdus à jamais. Par exemple, aucune blessure défensive sur les mains, mais des ecchymoses à différents stades de cicatrisation, datant de plusieurs semaines. Sam dira qu'elles viennent du sport, les parents rétorqueront qu'Hélène n'avait plus le temps de faire du sport. Pas de lettre d'adieu. Le corps présente toutes les caractéristiques d'un meurtre sauvage. Pourtant, la thèse du suicide est avancée. On explique qu'Hélène préparait le dîner, des légumes, des épices et une planche à découper étaient sur la table, puis aurait soudain décidé de se poignarder. 10 des 24 coups ont été portés dans le dos. Certains sont très profonds. Si ces blessures ont été infligées en premier, elles ont très probablement paralysé Hélène, rendant impossible tout mouvement ultérieur et a fortiori un coup fatal porté de face dans le cœur. Des experts médico-légaux contestent donc la conclusion initiale. En vain, l'enquête s'obstine, refusant d'ouvrir un dossier criminel, arguant de l'absence d'intrus et de blessures défensives, ainsi que de la configuration particulière du loquet. Celui-ci pouvait être partiellement fermé de l'extérieur, mais pas totalement verrouillé. Or le loquet a cédé au premier coup d'épaule sans endommager le chambranle, ce qui suggère qu'il n'était que partiellement enclenché, donc manipulable depuis l'extérieur. Dans ce genre d'affaires, le conjoint est toujours le suspect numéro 1. Sam ne sera jamais inquiété. Le jour du drame, il est entendu au commissariat accompagné de son oncle, avocat influent. Toute la reconstitution repose sur sa seule version, parfois contradictoire, qu'il justifie par le stress. Les voisins confirment seulement avoir entendu frapper et appeler. Sam affirme que le gardien l'a suivi et a vu la porte enfoncée, le gardien n'y être monté. L'enquête balaie cette contradiction. La seule vidéo visionnée montre Sam allant et revenant de la salle de sport. Entre ces 2 images, il a largement le temps de sortir par une autre issue et de revenir. Personne ne vérifie son alibi ni n'interroge d'éventuels témoins à la salle. Sam attend près d'1 heure avant d'appeler la police. L'officier qui prend l'appel trouve son comportement étrange, il hurle, mais répond calmement, sans trembler. Quand on lui demande de pratiquer un massage cardiaque, il hésite longuement. Avant les secours, il contacte ses parents et son oncle, qui arrivent avant la police. Le lendemain, toujours avec son oncle, il récupère les affaires d'Hélène, 2 ordinateurs portables, un téléphone, une tablette. Quelques jours plus tard, quand l'enquête veut enfin les examiner, on découvre des recherches sur le suicide volontaire. Les premiers policiers sur place se contentent d'un examen superficiel et valident le suicide. Même face à de nouveaux éléments, ils campent sur leur position. Le légiste qui pratique l'autopsie trouve l'affaire suspecte et demande une analyse de la moelle épinière. Si elle est sectionnée, Hélène était paralysée et n'a pas pu se porter le coup fatal.
Le spécialiste finit par déclarer la moelle intacte, sans que ce rapport ne figure jamais au dossier. On remarque aussi très peu de sang au sol malgré les blessures comme si quelqu'un avait nettoyé. Personne n'utilise de luminol ni ne fouille les poubelles. Les parents Greenberg apprennent la mort de leur fille par la famille Goldberg. Ils refusent la thèse du suicide et n'obtiennent aucune explication claire. Ils mènent leur propre enquête avec des experts indépendants. Un détective privé leur propose son aide gratuitement. Après étude, il conclut que le corps a été déplacé après la mort, une traînée de sang séché va du nez vers l'oreille, impossible dans la position trouvée, des traces de frottement au sol évoquent un corps traîné. Le gardien, réentendu, se souvient que Sam, censé revenir du sport en tenue de sport, portait des bottes et n'avait pas de sac de rechange. Rien n'y fait, refus d'ouvrir une enquête criminelle. 4 ans plus tard, un jeune assistant procureur, intrigué par l'affaire, exhume le dossier. Il s'intéresse à la plaie à l'arrière du crâne et à cette prétendue analyse de la moelle épinière qui n'existe nulle part. Il demande un duplicata au laboratoire, réponse, aucun examen n'a jamais été réalisé. Par miracle, un fragment de colonne vertébrale d'Hélène a été conservé. Un expert indépendant constate plusieurs lésions, Hélène était paralysée et n'a pas pu s'infliger les coups suivants. Nouvelle preuve transmise à la police, nouveau refus de rouvrir. En 2018, le coroner conclut officiellement à 20 coups auto-infligés. Les parents, épuisés, engagent un nouvel avocat et attaquent le coroner et les experts en 2019. Le procès est reporté sine die à cause de la pandémie. Des preuves irrécupérables ont disparu à jamais à cause des négligences initiales. Les Greenberg créent une page pour informer le public, publier les documents, les théories. Tous ceux qui connaissaient Hélène affirment qu'elle n'aurait jamais pu faire ça, elle avait horreur du sang, une très faible tolérance à la douleur, pas de tatouage ni piercing. Été 2022, nouvelle clôture. Mais les Greenberg obtiennent le transfert du dossier au bureau du procureur du district. Un nouveau magistrat reprend l'affaire. 11 ans après les faits, l'enquête est enfin rouverte. Elle reste, à ce jour, sans réponse. Et Sam? La première année, il garde un contact minimal avec ses ex-beaux-parents, refuse toute collaboration avec leurs investigations et la police. Il soutient toujours la thèse du suicide. Peu après, il se remarie, déménage dans un autre État, coupe définitivement les ponts avec les Greenberg. Aujourd'hui, il élève 2 enfants avec sa nouvelle épouse et semble avoir relégué très loin le souvenir de sa fiancée assassinée.